Jeff, Mike et Maxime, ce ne sont pas les employés du mois, mais les 3 prénoms de la semaine chez Apple, 2 kits Cupertino, et pas des moindres puisqu'ils étaient au cœur de l'équipe Apple Silicon. Ce sera l'info de la semaine. Le 3e revient chez Apple. Ce sera le focus de Gilles Dounès qui nous dira pourquoi ce retour est important. Le bilan du CES 2022, pas de présence officielle pour Apple, mais l'écosystème était bien là, à Las Vegas, avec de nouveaux produits qui nous intéressent. On va vous les présenter, alors que la pandémie et Omicron ont lourdement pesé sur la fréquentation. À peine plus de 40 000 visiteurs contre 171 000 en 2020. Puis de nouveautés aussi côté HomeKit au CES, une sorte de consécration pour la domotique façon Apple, nous dira François Le Truedic, avec la vidéo en première ligne et les premières annonces autour du standard Matter. Et puis, activer le trim sur son SSD externe, quel intérêt? Rendez-vous dans le tuto audio de la semaine pour tout savoir sur cette fonction qui augmente la durée de vie de vos disques tout en les rendant plus rapides. I am back, de retour à Paris après presque 15 jours aux États-Unis, au taquet, malgré mes petits yeux, pour cet épisode 73, le 21e de la saison 2. Ici Benjamin Vincent, je suis ravi de vous retrouver toutes et tous pour une bonne heure d'actu Apple, et de l'actu il y en a en cette première quinzaine de 2022. On va en discuter avec mes 3 complices du jour, François, Gilles et Jean-Christophe. Salut les amis. Salut. Salut. Salut Benjamin, salut à tous. François Le Truedic, tout d'abord, enseignant à Vannes, je le rappelle, ma maison connectée spéciale CES 2022. François, ce sera tout à l'heure dans iWeek. Je suis un peu déçu parce que je pensais que tu allais donner mon nom à la version anglaise, à l'américaine, avec un accent à couper au couteau, parce que je l'ai pas entendu dire souvent, mon nom avec l'accent américain, donc ça aurait pu être fun, mais non, effectivement, plein de petites nouveautés qui sont sorties. Comme tu l'as dit en préambule, Apple n'était pas présent physiquement au CES, mais on en a beaucoup parlé. Absolument, et on va y revenir tout à l'heure avec toi notamment. Autre participant à ce numéro 73, Gilles Dounès, ex-rédacteur en chef de Mac+, et co-auteur d'iPod Backstage chez Duno. Salut Gilles, ton focus aujourd'hui, il est consacré à un Français qui se fait remarquer en revenant chez Apple. Pour l'instant, c'est plutôt discret puisque je pense pas que quelqu'un en ait parlé avant. Et c'est donc un petit scoop pour les auditeurs d'iWeek. Tu nous diras tout à l'heure de qui il s'agit et pourquoi ce retour est donc important. Et puis, c'est quand même le plus américain de nous 4, hein. Jean-Christophe Vigne, alors, toujours à Paris, pas de retour à San Francisco. Salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, et non, j'ai failli t'inviter à la maison à ton retour de Las Vegas, mais en fait on est resté à Paris, mais ce n'est que partie remise. L'appartement à San Francisco nous attend. Bon, comment tu prononces le nom de François en anglais? Fais-lui plaisir. Je vais mal le prononcer. Le Truedic. Voilà François, tu l'as eu. Merci. Ton nom en anglais. Bon, tout à l'heure dans Pommes, on reviendra sur les 3 infos de la semaine, notamment la rémunération de Tim Cook en 2021, le futur casque mix d'Apple et les ventes de Mac. Du côté des mises à jour, iOS et iPad OS 15.2.1 sont arrivés. On va vous en parler, ainsi que des nouvelles bêtas de WatchOS 8 et surtout d'iOS 15.3. Et on vous dira pourquoi Orange et d'autres opérateurs en Europe s'en prennent au relais privé d'iCloud+. Une grosse rumeur cette semaine, et elle n'est pas favorable à Apple. Mauvais buzz autour d'un éventuel remplacement de l'encoche sur l'iPhone 14 Pro par on vous le dira tout à l'heure justement. Et je vous expliquerai l'intérêt à activer le trim sur son SSD externe, 2 bénéfices au moins, et c'est désormais aussi possible d'en montrer. À tout à l'heure pour le tuto audio. iWeek, c'est du boulot pour nous, c'est du plaisir aussi, mais si vous appréciez ce travail, faites un geste et rejoignez nos contributeurs sur Patreon. En quelques clics, vous ferez une bonne action qui nous permettra de continuer à produire iWeek et à le développer. Une seule adresse, patreon.com/iWeek. Followez iWeek sur Twitter, @iWeekNews, avec le hashtag iWeekLSA, comme la semaine Apple pour nous écrire. Suivez iWeek, la semaine Apple, sur toutes les meilleures plateformes de podcast, c'est gratuit. Les 2 derniers épisodes arrivent
y compris en vidéo sur la chaîne YouTube d'iWeek. C'est vrai que le CES, les déplacements et les décalages horaires m'ont fait prendre un peu de retard, mais on a enregistré chaque semaine et chaque jour pour i5. Le podcast quotidien, cours compagnon complémentaire d'iWeek. i5, c'est 5 minutes par jour, 5 jours par semaine. L'essentiel de l'actu Apple en 5 infos pour 4,99€ par mois. Abonnez-vous sur Spotify et sur Apple Podcast. Voilà le programme, soyez les bienvenus. Dans un instant, le bilan du CES 2022, mais tout d'abord, les départs qui inquiètent chez Apple, notamment au sein de l'équipe qui a créé les processeurs M1, M1 Pro et M1 Max. L'info de la semaine, c'est donc cette série de départs chez Apple qui touche notamment l'équipe Apple Silicon après Jeff Wilcox la semaine dernière dont on apprenait le retour chez Intel. C'est Mike Filippo, ancien d'Intel lui aussi, qui part en ce qui le concerne chez Microsoft. 2 départs en quelques jours. On en a déjà un peu parlé la semaine dernière, mais on ne savait pas encore que Mike Filippo partait à son tour. C'est une mauvaise nouvelle pour Apple. Est-ce que, au-delà de ces 2 départs, est-ce que c'est le signe, selon vous, qu'Apple n'est plus aussi attractif qu'avant et peut-être ne sait plus retenir les talents? François, je te vois hocher de la tête. Moi, je pense qu'on peut le voir des deux côtés. D'un côté, Apple, effectivement, c'est mauvais, peut-être que ça fait moins rêver, mais je pense aussi qu'Apple est victime du succès de ces nouveaux processeurs, des processeurs Apple Silicon, parce que voilà, avec ce qu'Apple a présenté depuis un an et demi, les M1 Max, M1 Pro, ça a quand même... Comment dire les choses de manière diplomatique, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière, ça fonctionne très bien, les processeurs sont très rapides, plus rapides que certains processeurs Intel, donc c'est logique que du coup les principaux acteurs, créateurs de ces processeurs, on leur fasse des ponts d'or pour aller dans d'autres boîtes, quoi. Ça paraît logique, et quand on voit les 2 noms de ces structures, Intel, Microsoft, c'est pas comme s'ils étaient recrutés par le petit fondeur du coin. C'est pas choquant outre mesure, je pense que c'est pas uniquement ces 2 ingénieurs-là qui ont fait les processeurs M1, donc il n'y a pas moyen de s'inquiéter plus que ça, je pense. C'est juste le symbole pour moi de cette efficacité de ces processeurs. Ouais. Jean-Christophe, et je pense que Gilles, tu voudras intervenir juste après. Je suis d'accord avec François jusqu'à un certain point. Le premier sujet, à mon sens, c'est que on parle de gens extrêmement talentueux, extrêmement innovants, et que par définition, je dirais, le boulot est fait. Sortir les microprocesseurs M1, c'était une gageure, personne n'y croyait. Ils sont époustouflants. Maintenant, on est dans la 2e phase de ce que fait en général Apple. On est dans l'incrémental. On a vu que les nouveaux MacBook Pro qui venaient de sortir étaient une version améliorée des processeurs M1 qui étaient sortis, et ainsi de suite. Que ça fasse pas rêver justement des pionniers comme les noms qu'on a cités, ça me paraît totalement normal. On l'a souvent dit ici, Apple c'est un paquebot, et qu'une fois que le boulot soit fait, qu'une fois que le but soit atteint, ces gens aient envie d'aller voir ailleurs, ça me paraît très sain, ça me paraît aussi très californien dans l'approche. Ce qui m'étonne en revanche, c'est le choix de leur destination. On sait qu'Apple a perdu des ingénieurs il y a quelques années, mais qui ont créé leur propre design de microprocesseurs qui se vendent ensuite au plus offrant. Que des gens aussi talentueux, en fait, quittent un paquebot pour en joindre 2 autres qui sont Intel et Microsoft, c'est assez étonnant, même si dans le cas de Microsoft, en tout cas, l'aspect amusant, c'est que on rejoint l'idée du cloud qui est tellement essentiel dans l'informatique aujourd'hui, puisque c'est pas pour faire des processeurs pour les surfaces par exemple, c'est pour faire des processeurs qui vont être utilisés dans les data centers Azure, et là c'est des projets technologiques extrêmement ambitieux. Je fais des plans sur la comète, mais je comprends que ça puisse exciter des innovateurs. Le côté Intel, oui, peut-être qu'effectivement Intel est devenu
à tort ou à raison, on n'aurait pas dit ça il y a un an, mais Intel est l'underdog aujourd'hui. Intel est vraiment à la ramasse. Voilà, être celui qui va sauver Intel et qui va donner une deuxième vie à Intel. Et évidemment, Intel a les moyens de faire un gros chèque, mais voilà. Apple pèse maintenant 3 trilliards. Je pense pas que les motivations soient financières, parce que si elle est financière, on sait qu'Apple peut s'aligner. En revanche, voilà, je pense que les challenges sont attractifs pour ces gens, et je pense pas du tout que ce soit une catastrophe pour Apple, et je pense pas du tout que ce soit une catastrophe pour l'Apple de maintenant, qui va justement être content, comme ils le font depuis des années, de travailler en itération sur les processeurs déjà conçus, et le trou d'air, si trou d'air il y a, se fera peut-être sentir dans 5 ans, et on sera déjà passé à autre chose. Gilles, ton regard sur cette deuxième défection dans l'équipe Apple Silicon? C'est à peu près le même point de vue que je voudrais développer, mais tout en complétant. Il faut regarder de qui il s'agit. Mike Filippo, c'est 10 ans chez ARM et auparavant 5 ans chez Intel. Et travaillé auparavant sur des puces mobiles et éventuellement desktop. À présent, c'est l'architecture serveur et Azure, comme l'a dit Jean-Christophe. Mais il faut regarder les fiches de poste surtout. Jean-Christophe l'a très bien dit. Auparavant, il était architecte chez Apple. Le poste chez Microsoft, c'est directeur du système on chip, architecture, avec des responsabilités managériales cette fois-ci, et la gestion d'une équipe et la définition d'une feuille de route pour la plateforme sur plusieurs années. Typiquement, ça correspond au mercato de la Silicon Valley, avec une carrière à faire évoluer, et pas seulement une question de rémunération, comme l'a très bien dit Jean-Christophe. C'est vraisemblablement l'ensemble de la gamme qui est bouclée en juin prochain, qui sera bouclée en juin prochain, pour la plateforme Silicon qui est désormais sur les rails pour, j'allais dire le même chiffre, les 5 prochaines années. Et donc, les ingénieurs brillants et ambitieux vont chercher du challenge ailleurs et des défis qui les fassent progresser, y compris sur un plan de carrière. Et à ce niveau-là, les $180 000 de bonus qu'a mis Tim Cook sur la table, quand il a senti le vent tourner, ne sont pas suffisants. C'est la même problématique pour Jeff Wilcox. Auparavant, il était directeur du Mac System Architecture Team chez Apple pendant 8 ans. Après avoir été 3 ans ingénieur principal chez Intel à Folsom, en Californie, où il avait tiré 3 ans. Et là, il retourne chez Intel en tant que Intel Fellow Design Engineering Group CTO. C'est-à-dire qu'il est monté en grade. Encore une fois, c'est à ce niveau-là qu'il faut chercher les raisons. Bon, j'ai envie de vous dire que leur avenir individuel nous importe moins que l'avenir d'Apple et de ses projets. Jean-Christophe, tu dis que tu n'es pas inquiet pour Apple. Est-ce que François et Gilles, vous partagez cette non-inquiétude de Jean-Christophe? François? Non, pas du tout. Je rejoins Jean-Christophe. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir outre mesure. C'est pas comme si Apple c'était 2 personnes ou 3 personnes, les équipes d'ingénieurs. Je sais pas combien ils sont, mais à mon avis, ça doit être plusieurs centaines. C'est pas un ingénieur qui fait le produit, c'est une équipe. Donc la seule chose à espérer, c'est que l'équipe derrière suive le chemin tracé. Mais je suis vraiment pas inquiet, pas du tout. Quand on voit Jonathan Ive est parti, les produits Apple qui sont proposés par Apple aujourd'hui, ils nous intéressent toujours et on les trouve toujours beaux pour la plupart, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a un truc, c'est que il n'est pas impossible qu'ils reviennent. On va en parler tout à l'heure. Elle vient à peine partie qu'ils reviennent? Non, mais qu'ils reviennent. C'est une sorte de mercato. Oui. On a un projet, on a des ambitions dans une équipe, on y va, c'est pas seulement le montant du transfert qui compte, mais à quel point le challenge est stimulant intellectuellement aussi. Et donc si Apple a quelque chose d'autre à proposer, ils y vont. Bon, on va suivre évidemment ces mouvements. Oui, Jean-Christophe? Juste pour connaître plusieurs personnes dans ce cas-là, Apple est une entreprise dans laquelle il est beaucoup plus facile de retravailler
C'est-à-dire quand on a été au sein d'Apple, se faire recruter par la suite après avoir justement pris l'air, une bouffée d'air ailleurs ou créer sa propre start-up, c'est beaucoup plus simple de réintégrer une équipe et de poser de nouvelles conditions et justement d'être mis sur un autre projet. Il faut pas perdre de vue, même si on l'attend toujours, mais qu'Apple a soi-disant plein de projets différents, indépendamment du Mac et de l'iPhone au feu, et donc que ces gens après justement être allés prendre l'air reviennent, c'est pas du tout impossible comme le dit Gilles. Je corrigerai juste sur un point, Benjamin, quand tu dis leur avenir individuel importe peu, je suis pas d'accord, justement parce qu'il s'agit d'Intel et du cloud-centric de Microsoft, ce sont des concurrences majeures sur les écosystèmes que gère Apple aujourd'hui. On pourrait imaginer que tel ou tel chez Intel redonne envie à Apple de basculer dans 10 ans, ou que le cloud de Microsoft dame enfin le pion à Amazon et devienne justement le cloud utilisé massivement par Apple. Donc ces petits effets comme ça, qui ont l'air individuels, compte tenu justement des acteurs en présence, des entités en présence, ont à mon avis des conséquences extrêmement importantes, mais encore une fois pas sur l'Apple qui nous intéresse au quotidien. Là je te rejoins. Eh ben, on va suivre cette actualité des transferts, hein, puisque c'est un peu de ça dont il s'agit dans les jours et les semaines à venir, évidemment. Allez, on se retrouve dans un instant avec notre dossier de la semaine, le bilan du CES 2022. C'était à Las Vegas il y a quelques jours. À tout de suite. 40 000 visiteurs pour un CES du jamais vu, une fréquentation aussi basse à cause d'Omicron, évidemment, de la pandémie de Covid-19 qui a dissuadé environ 130 000 personnes de faire le voyage à Las Vegas. Certains ont eu peur, d'autres ont été empêchés par leur entreprise de faire le déplacement pour jouer la sécurité. Résultat, un CES à minima, avec 150 exposants qui ont également décidé au dernier moment d'annuler leur participation. Alors pas des moindres, hein, parce que Google, Facebook, Lenovo, Intel, LG ont décidé quelques jours avant le début du salon de ne pas y participer finalement. Ça a donné des halls assez invraisemblables, avec d'énormes trous, des espaces vides, grands parfois comme un terrain de football. Je pense notamment au stand LG qui était complètement vide, avec juste des cubes en bois et des QR codes pour faire apparaître les nouveaux produits en réalité augmentée. Ça avait un côté assez futuriste et technologique finalement, mais la sensation de vide était quand même énorme. Je tiens quand même à saluer on va dire la vision de Sony qui a fait quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont conservé leur stand. J'aurais aimé calculer sa surface. C'était des centaines de mètres carrés, donc ça coûte quand même cher. Et en fait, ils avaient déroulé la moquette, donc l'espace était occupé, mais il y avait quasiment rien. Il y avait quatre pôles dans les 4 angles. Il y avait à droite, en entrant, la PlayStation 5, qui n'était pas du tout une nouveauté, puisqu'elle elle a été annoncée il y a 1 an. Au fond à gauche, il y avait un drone. Au fond à droite, il y avait je sais même plus quoi, mais rien de marquant. Et à gauche, en entrant, il y avait les 2 prototypes de la Vision S, cette fameuse voiture Sony, qui va devenir une réalité, puisque Sony a annoncé sa commercialisation. Alors, il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix, on n'a pas de détails, mais une nouvelle entité, Sony Mobility, va voir le jour au printemps, et Sony va devenir un constructeur automobile. Et donc la force du symbole, le contraste entre les 2 stands était très très forte, et j'ai envie d'ajouter un 3e stand, et c'était vraiment marquant, le stand Samsung. Alors le stand Samsung, je vais essayer de vous le décrire. Il y avait 2 énormes écrans format cinémascope, des écrans numériques magnifiques, qui étaient mis quasiment face à face, mais avec un léger effet d'entonnoir. Et ça faisait une entrée de stand toute petite, avec un filtrage à l'entrée. En plus d'être badgé pour le CES, il fallait
il fallait presque demander l'autorisation d'accéder au stand. Et ça donnait une impression de contrôle. Ça donnait pas envie d'entrer. Contrairement à ce stand Sony qui était totalement ouvert, sans aucune cloison, sur aucun des quatre côtés. Et le contraste entre notamment Sony et Samsung était fou. Samsung, c'était presque Squid Game dans l'idée. Voilà. Avec toute la troupe habillée pareil. Enfin bon. Bref, un CES complètement différent des autres, avec une très forte présence des mesures sanitaires, évidemment. Tout le monde devait être vacciné pour s'accréditer. Il fallait évidemment un test négatif, tu le sais mieux que personne, Jean-Christophe, pour arriver aux États-Unis. On a eu des autotests distribués 2 fois pendant le salon. On était censé s'autotester à chaque fois qu'on entrait dans un nouveau hall, donc on devait en faire un par jour, idéalement. Donc très grosse présence du virus, ça a un petit peu changé l'ambiance, évidemment, et pourtant, c'était quand même le CES, avec ses conférences, même s'il y en a eu moins, avec ses keynotes, même s'il y en a eu moins, avec ses nouveautés, même s'il y en a eu moins. Apple n'était pas là. Officiellement, Apple n'avait pas de présence. Il y avait pourtant pas mal de l'écosystème Apple sur le salon. On va y revenir, notamment avec toi, François, tout à l'heure dans Ma Maison Connectée, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces autour de HomeKit. Jean-Christophe, je vois que tu veux réagir déjà. Non, juste pour enfoncer une porte ouverte, mais Apple n'est jamais au CES. Non, Apple était officiellement parmi les exposants en 2020. D'accord. Et ils ont présenté... Alors, tu te rappelles de ce qu'ils ont présenté à l'époque ? Non, mais ils étaient dans la liste des exposants. Voilà. Mais ça change. On est d'accord. Voilà. Mais ils étaient quand même listés comme exposants en 2020. T'es sûr que c'était Apple avec 2 P ? Il n'y avait pas un subterfuge avec une boîte chinoise ? Ce que je veux dire, c'est que ça fait... évidemment, ça a changé en 2007, mais ça fait... Depuis 2007 au moins, mais en fait depuis bien avant, que l'écosystème évolue autour d'Apple sans Apple. Et qu'en effet, François va parler des objets Matter qui, de fait, sont compatibles HomeKit. Évidemment, tout le monde y va de son MagSafe ou MagFake et ainsi de suite. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'absence d'Apple en tant que tel, ce n'est pas un événement. Tu as raison que l'absence d'Apple n'est pas un événement, mais l'absence d'Apple dans le contexte de cette année résonnait de manière particulière. C'est-à-dire que cette année, il y avait le monde se divisait en deux, entre les exposants qui n'avaient pas annulé leur participation et ceux qui au dernier moment avaient choisi de ne pas venir. Apple était ni dans l'une ni dans l'autre. Et même si on avait des stands vides, quelque part, il y avait une présence. Je sais pas comment te le dire, mais un stand vide était quand même un acte de. On existait, voilà. Surtout une année aussi particulière que celle-ci, où tout le monde ne parlait que du métaverse. Alors sans que personne ne sache exactement à quoi va ressembler ce bazar. Chacun en avait sa propre définition, chacun voulait devenir le grand maître du métaverse avant même qu'il existe, en profitant aussi un peu de l'absence de Facebook qui au dernier moment a annulé sa participation, mais était quand même dans tous les esprits. Voilà. Et Apple était encore un stade d'éloignement supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là du tout. Et pourtant, il y avait quand même pas mal d'Apple dans les esprits, notamment via l'écosystème, c'est vrai, avec une part étonnamment surprenante d'annonces autour de HomeKit. On va y revenir avec toi, François. Et quand même quelques produits sympas qui ont été montrés la semaine dernière à Vegas pour la première fois. Alors... on va pas faire une heure dessus, mais on peut en parler comme ça en un mot. Je peux vous les citer en tout cas. Des écouteurs chez Belkin, résistants à l'eau, compatibles avec l'appli localisée d'Apple. On n'a pas encore leur prix, mais ils sont assez sympas. Une montre connectée chez Garmin, la Venue 9 Plus, qui a 9 jours d'autonomie, un cadran rond de 43 mm. Elle répond à Siri et elle est annoncée pour bientôt à $450, ce
qui en fait pas une montre super abordable, mais l'écran est très très beau. Elle est un peu épaisse. Ouais, elle est un peu épaisse, mais si vous aimez les montres rondes, dans le genre, pourquoi pas. Pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces, un film de confidentialité chez Kensington, pour les voisins trop curieux dans l'avion, n'est-ce pas Jean-Christophe? Chez Dell, Essentiel comme produit. ouais. Chez Dell, un portable, un ordinateur portable, un PC portable, le Ça, XPS c'est 13 grandiose. Plus. Ouais, tu l'as vu François? Ah, j'ai Avec vu, ouais, c'est... Avec un pavé tactile, à croire que Dell fait revivre la touch bar qu'Apple a renoncé à mettre sur ses derniers portables, Jean-Christophe. Mais ce qui est un peu dommage dans cette histoire de Dell, c'est qu'on a l'impression que le hardware, en tout cas de ce qu'on en a vu, le hardware a l'air beaucoup mieux fichu que la touch bar, mais qu'évidemment, s'agissant de Dell et de Microsoft, le support logiciel sera pas du tout aussi carré, aussi serré qu'il devrait l'être pour que ce soit vraiment utile. Voilà, en regardant ça, moi je me prends à rêver qu'Apple ressorte peut-être un jour une touch bar parce que voilà, avec de l'hardware un peu plus moderne, un peu plus qui a l'air en tout cas un peu plus efficace, peut-être que la couche logicielle donnerait sa pleine mesure. Ouais. Et je vais dire un truc que j'ai jamais dit pour un Dell, il est presque beau ce portable Dell, je trouve. Ouais. François, t'es pas d'accord? Si, bah, ça reste du PC. Non, mais honnêtement, ils ont fait des progrès. Enfin, là. Non, mais ouais. mais si, non, mais c'est positif quand je vois ma compagne a un HP de la gamme, je crois que c'est Elite. Honnêtement, ils sont plutôt sympas. On a l'impression que c'est de l'alu. Bon, au final, c'est du plastique, mais dans le design, ça fait beaucoup moins moche et massif que certains Mac, quoi. Ouais, bon, c'est vrai. Si vous aimez les produits localisables, il y a cette card spot chez Chipolo à glisser dans son portefeuille. C'est plus discret, c'est moins épais surtout qu'un AirTag. Ouais. Et ça permet de retrouver son portefeuille si on le perd. Ouais, Chipolo, c'est une des marques qui avait présenté, c'était la première d'ailleurs, qui avait présenté des produits compatibles localisés à l'image des AirTags en fait. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que je m'en prendrai une si c'est pas trop cher. L'idée est bonne, je trouve. Ah, j'ai pas vu le prix, mais ça doit pas être très très cher, je pense, effectivement. Bon, ça doit être 25-30 euros à mon avis. Ouais. Ça doit être à peu près au même prix que les AirTags ou les Chipolo. Je sais plus leur nom, Chipolo One si je dis pas de bêtises. Ouais, à ne pas confondre avec Apollo One. Et puis chez InCharge, le InCharge XL est une nouvelle version de ces câbles multiprises qui délivre jusqu'à 100 watts de puissance, bientôt 140 watts. Ils travaillent sur une version pour pouvoir alimenter les MacBook Pro 14 et 16 pouces au max de leur capacité, avec d'un côté de l'USB-A et de l'USB-C, de l'autre de l'USB-C, un port Lightning et un micro USB. En fait, avec un seul câble, vous avez tous les câbles. C'est super pratique et ça existe en plusieurs longueurs. Il y a une version courte qui doit faire une vingtaine de centimètres et puis il y a le câble plus long qui doit faire 1m50 ou 2 mètres. C'est assez sympa. Voilà pour ce CES. Juste un mot quand même sur ce bilan, sur cette fréquentation, sur le retour en présentiel aussi. Vous l'avez suivi à distance, mais quelle impression vous avez eue en suivant ce salon, les amis? Peut-être Jean-Christophe, toi qui était aux États-Unis juste avant qu'il démarre et qui va y retourner bientôt. Comment dire, le premier point, c'est tu parlais de la PS5 en disant que c'était pas du tout une nouveauté quand tu parlais de Sony. Il faut savoir que la PS5 est en rupture de stock complète, c'est-à-dire que en tout cas aux États-Unis, elle est annoncée un jour et puis dans l'heure qui suit, en France aussi, dans l'heure qui suit, elle est en rupture de stock. Et je trouve que c'est une grille de lecture assez intéressante sur l'évolution de la technologie. Je suis pas certain qu'une grand-messe, alors même si c'était génial que tu y sois et c'est très intéressant le retour que tu nous en fais, mais ça prouve bien en fait qu'il y a quelque chose qui manque dans ces grands-messes et dans les risques qu'elles font courir et qu'aujourd'hui les produits
existent par eux-mêmes. La voiture Sony dont tu parlais, j'ai rien contre Sony, hein, mais on va attendre de l'avoir sur la route. Voilà, toutes ces choses-là, en fait. Moi, je parlerai pas du métaverse, c'est quelque chose qu'on connaît pas, mais on est dans un truc assez méta, c'est-à-dire tous les produits sont achetables à distance, sans sortir de chez soi, utilisables en télétravail. Enfin, la pandémie change tellement de choses. Moi, je trouve qu'il y a un côté presque anachronique en fait dans le CES et je connais bien Vegas. Je t'admire d'être allé là-bas. Moi, tu me paierais, je ne mettrais pas un orteil sur le strip par les temps qui courent. Donc voilà. On sait comme on a été bluffé par les productions Apple, par les keynotes virtuelles qu'on a eues ces 2 dernières années. Ça me paraît tellement plus le sens de l'histoire que ce que le CES a essayé de faire quand même à marche forcée. Voilà, pourquoi pas. Moi, clairement, c'est pas ma came. J'ai adoré celui qu'on a fait ensemble il y a quelques années. Mais je trouve que, pour revenir sur le métaverse, on est en train... On parlera plus longuement du métaverse un jour, je pense, mais on nous vend quelque chose de complètement virtuel. On se demande si justement... je me demande si le CES ou les trucs en physique comme ça, c'est pas aujourd'hui... plus dans le sens de l'histoire. Gilles, ton sentiment ? Oui, j'irais assez dans le sens de Jean-Christophe. On va en reparler, hein, de toute façon, avec l'accélération des ventes d'Apple. On a une accélération de la dématérialisation qui est faite par la pandémie. Ces 2 ans-là ont changé la manière de travailler. Et effectivement, la façon de faire du business et de se rencontrer. Il y a un balancement entre le besoin de contact, de voir les gens. Les gens qui qui bossent et qui font de la vente ont besoin de se rencontrer. Mais effectivement, ce côté regroupement des gens qui viennent du monde entier, avec le poids en plus en carbone que ça peut représenter, effectivement, a peut-être vécu, oui, Jean-Christophe a raison. François ? Ouais, moi je suis pas trop d'accord avec vous. Alors après, je connais pas le CES, j'y suis jamais allé. Maintenant, je désespère pas d'y aller un jour. Moi, je trouve que ça manque les relations humaines et je pense que dans ce genre de grand-messe, c'est intéressant parce qu'il y a des échanges un peu entre... pas le CES. Voilà, bah peut-être, hein, c'est peut-être que je m'en fais une image, c'est peut-être juste parce que je suis en manque de relations humaines, hein, on sait pas. Mais non, moi, l'image que je m'en fais, c'est peut-être pas du tout ça, mais si c'est une rencontre, c'est l'occasion pour les journalistes de rencontrer des fabricants, de faire de la pub, de nouer des contacts. Enfin, pour en avoir discuté un peu avec Benjamin, je crois que t'as noué quelques contacts avec des entreprises, t'as pu avoir... je le vois comme ça, après je me trompe peut-être complètement, mais je pense que la relation humaine, ça manque, la relation réelle, physique. Et même si aujourd'hui, avec le métaverse, on va pouvoir faire des choses super sympas, c'est très bien. Mais bon, je pense qu'une rencontre à travers le métaverse, c'est une rencontre en physique. Mais bon, je dois être vieux jeu, donc je sais pas. Ou alors je me fais une idée faussement idéale du CES, mais je pense que les rencontres manquent aujourd'hui. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Jean-Christophe, avec Gilles. Je suis aussi d'accord avec toi, François. Et en même temps. Et donc vous n'êtes pas si contradictoire finalement. La seule chose, c'est qu'effectivement, je pense que la solution actuelle, elle est pas satisfaisante. Elle est pas complètement satisfaisante. La solution actuelle est historique. Elle est pas complètement satisfaisante. On s'est rendu compte l'année dernière où le CES était 100% virtuel, que ça marchait pas du tout. C'est-à-dire que on n'arrive pas ni à suivre, ni à adhérer, ni à se passionner pour des présentations tout à distance et virtuelles. Il y avait une vraie envie et il y avait un vrai plaisir à se revoir, à se retrouver, à voir les choses en vrai, à pouvoir les toucher, les tester, discuter avec les gens. Ça, je pense que c'est assez irremplaçable. Y compris
y compris parce que ça donne aussi l'occasion de découvrir des choses par hasard. Typiquement, moi, le dernier jour, je faisais la queue pour faire mon test antigénique pour pouvoir rentrer en France. Et dans la file d'attente derrière moi, il y avait un Français qui était sur un stand que j'avais pas vu, qui présentait une solution de vote électronique via la blockchain. C'est évidemment un sujet hyper intéressant, notamment par rapport à la présidentielle. Mais bon, comme ça servira pas dans 3 mois, ça servira peut-être les fois d'après. Mais voilà, si j'avais pas été sur place, j'aurais pas fait la queue, je serais pas tombé sur lui. Et voilà, donc voilà, ça permet aussi de découvrir des solutions qu'on cherche pas, mais qu'on trouve quand même. Donc voilà, il y a de toute façon des cartes à rebattre. Le CES va sans doute continuer à exister, mais dans une forme qui va forcément devoir évoluer. Et moi, j'ai pas toutes les réponses. Je voyais que Gilles, tu voulais ajouter quelque chose. Oui, je crois qu'il y a je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a 2 CES en fait. Un pour les professionnels. Non. Qui est. Non, il y a un seul CES. Il n'y a pas un truc qui est réservé aux journalistes ? Non, il y a juste il y a 2 journées presse avant que le salon ouvre. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est juste les annonces des produits qu'on voit après sur le salon, que tous les visiteurs voient sur le salon. Mais c'est bien ça. Mais c'est peut-être la partie visiteur qui est qui paraît la moins pertinente et la moins durable, tandis que la formule plus courte avec des gens, avec des professionnels, des industriels, des gens qui ont des idées, et puis d'autres qui veulent les rencontrer, ou les journalistes, et a plus vocation à durer dans le temps, j'en sais rien. Oui, mais alors la partie presse n'existe que parce qu'il y a la partie d'après. S'il n'y a plus le salon en dur, ça ne sert plus à rien que tout le monde concentre ses efforts sur ces dates-là. Chacun, dans ce cas-là, que chacun ait sa propre stratégie, ses propres timings. Et puis les jours du salon, ils sont faits. La raison d'être du CES, c'est que ce sont les acheteurs du monde entier qui viennent passer commande pour être livrés l'été, à la rentrée. Et on prépare Noël suivant en fait au CES au mois de janvier. La Fnac, oui, pour la France, la Fnac, Darty, etc. Tous les acheteurs sont là et viennent commander leur palette de télé LG, enfin tous les produits auxquels on peut penser. Donc voilà, il faut que ce rendez-vous évolue, c'est évident. Maintenant, supprimer complètement le rendez-vous physique, ça me semble compliqué, surtout à la lumière de l'année dernière. Maintenant, il y a forcément, de toute façon, une version hybride qui reste à peaufiner et à trouver. Aussi pour que ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement, qui choisissent de pas le faire pour des raisons environnementales aussi, parce que ça compte, puissent quand même avoir accès aux infos. Bref, vaste sujet. Les organisateurs ont quelques mois pour réfléchir, mais on vendait déjà les espaces pour le CES 2023, dont les dates sont connues, puisqu'il aura lieu à nouveau du 5 au 8 janvier l'année prochaine. Il y a quand même un point qui a été assez particulier cette année, c'est que le CES a été réduit de 4 à 3 jours, alors qu'il était sur le point d'ouvrir, aussi à cause d'Omicron, pour réduire les risques d'en faire un méga super cluster. Et ça aussi, ça n'avait jamais eu lieu, puisque le CES dure toujours traditionnellement 4 jours. Voilà mes amis pour cette page spéciale CES 2022 qu'on referme. On va se retrouver dans un instant avec toi, Gilles, pour une info qui n'est pas loin d'être une exclue iWeek. À tout de suite. Le focus de Gilles, c'est l'un des nouveaux rendez-vous de ce début d'année dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Chaque semaine, Gilles, tu prends une info qui n'a peut-être pas eu suffisamment de place et tu la prends à ton compte. Cette semaine, tu viens avec ton info en plus. Apparemment, elle n'a pas eu du tout de place jusqu'à présent, puisque Mike Philippot et Jeff Wilcox s'en vont.
Il y a une vieille connaissance des utilisateurs les plus anciens d'Apple qui refait surface pour illustrer ce mouvement de va-et-vient dans les équipes, dans la Silicon Valley dont on a parlé. Vous vous souvenez peut-être de Maxime Véron, dont le nom avait pu apparaître sur certaines publicités d'Apple France pour l'iPhone au moment du lancement de MobileMe. Il avait participé à la transition du service .Mac, que les plus anciens d'entre vous connaissent, vers MobileMe. Il ne garde d'ailleurs pas un très bon souvenir de la gestion de son projet par le patron d'alors, qui a fini par prendre la porte avec les compliments de Steve. On s'en souvient. Oui, on s'en souvient. Et c'est lui qui avait finalement pris en charge la transition de MobileMe vers iCloud et qui avait eu au passage l'idée originale qui a mené à bien le développement de Find My iPhone. C'est lui, c'est un Français. Maxime Véron, c'est un peu le parcours rêvé des étudiants en électronique qui sont fans d'Apple. Il a postulé pour un stage d'étudiant et après s'être fait conduire une première fois, il a fait des pieds et des mains en mobilisant son réseau pour essayer de rentrer quand même. Donc il finit par faire un stage en marketing alors qu'il n'y avait officiellement pas d'électronique en France chez Apple. Il est ingénieur à Grenoble. Après un CDD, il passe dans l'équipe Europe et au final, à Cupertino, il chapeaute à la fois le marketing et le produit en tant que responsable d'iCloud. En 2011, il va ensuite chez Nest pour rejoindre Tony Fadell pendant presque 5 ans et ensuite il va passer 2 ans chez Google où il a dirigé le marketing produit et qu'il a quitté en 2018 pour tenter sa chance du côté des startups. Alors, Benjamin, tu vas me demander en quoi son parcours est-il intéressant ? En quoi son parcours est-il intéressant ? C'est le type même du type brillant qui fonctionne au défi et au coup de cœur. Il est rentré chez Apple en faisant des pieds et des mains en avril 1999, c'est-à-dire qu'on ne savait même pas si Apple allait pouvoir ou non poursuivre son rétablissement. Il s'en va en 2011, après 12 ans, alors qu'il gagne très bien sa vie, parce que Steve Jobs vient d'annoncer qu'il démissionnait de son poste de CEO et que le développement de MobileMe était mis en pause pour 1 an. Les nouvelles fonctions développées ne seraient pas intégrées à iOS avant la version suivante de l'OS. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit une ouverture de la part de Nest, alors que le thermostat intelligent n'a jamais encore été présenté. C'est encore un produit secret. Et donc il rejoint une équipe de 50 personnes, composée à 80% d'anciens d'Apple, autour de Tony Fadell. Pareil, lorsqu'il quitte Google, son dada, qui était de piloter en même temps le marketing et le produit, avait été abandonné entre-temps. Il quitte un poste extrêmement bien payé pour une start-up beaucoup plus stimulante et en accord avec sa façon de voir. Donc il vient de signer en janvier chez Apple en tant que Product Senior Director sur l'iPhone avec une triple compétence hardware, software et service. Et surtout l'intégration des 3. Ce ne serait pas étonnant qu'on voit apparaître d'ici quelques mois de nouveaux services autour de l'iPhone et en particulier du côté de la santé et du wallet. Hyper intéressant, Gilles. Je passe la main à Jean-Christophe avant de te la rendre. Non, brièvement pour dire que je me réjouis aussi. On est quelques-uns à connaître et à avoir travaillé avec Maxime, qui effectivement, Gilles, tu mentionnais son parcours. C'est sympa de le voir revenir à la maison. Pour l'anecdote, pendant que Gilles refaisait sa bio, j'ai cherché dans ma base de mails. Mes premiers mails avec Maxime datent de juillet 99, où il proposait aux journalistes de tester des baladeurs MP3 compatibles avec, à l'époque, alors ce qui était, je sais pas, tu sauras ça mieux que moi, Gilles, mais déjà iTunes ou SoundJam encore, je sais pas. Mais bon, sur l'idée sur le précurseur du Digital Hub. Et ensuite, quelques mois plus tard, on avait échangé sur ce qui est devenu iSync, sur le téléphone Nokia 7710, dont on possédait tous les deux un exemplaire et qu'on essayait d'intégrer avec le Mac. Donc
le voir revenir comme senior director iPhone, c'est évidemment parfait compte tenu du parcours que Gilles a présenté beaucoup mieux que moi. Voilà. Et puis après, il y a un côté, je vais me le permettre étant moi aussi expatrié, un côté un peu chauvin de voir un Français, on sait qu'ils sont nombreux, mais de voir un Français à un poste à responsabilité chez Apple à Cupertino, c'est une super nouvelle. Et peut-être effectivement que voilà, comme on a la chance de le connaître un peu, peut-être qu'un jour il passera une tête dans iWeek. On peut rêver. Gilles, j'ai envie de te poser la question à laquelle tu ne répondras pas, c'est comment as-tu eu l'info? Ah, j'ai des antennes. Mais Jean-Christophe a raison, je me faisais la même réflexion. À chaque keynote, on n'a plus de responsable produit de premier plan français chez Apple, alors que avec Next, venu de Next, il y en avait quand même beaucoup jusqu'à la première moitié des années 2000. En tout cas, c'est une super nouvelle, ce retour de Maxime Véron chez Apple. Je m'en réjouis comme vous, même si je viens de checker mes mails, je n'ai jamais eu de mail de Maxime Véron. Je suis très jaloux. Je suis désolé, c'est pas que je me la raconte. Hein. Non, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, il est le bienvenu dans iWeek, évidemment, de ces jours, Maxime, s'il a envie et s'il a le droit, surtout. Je pense que c'est peut-être plutôt ça, ouais. Est-ce qu'il aura le droit? On va suivre en tout cas son retour chez Apple avec beaucoup d'attention et de plaisir. Dans un instant, retour sur les mises à jour de la semaine et sur les bêtas qui posent pas mal de questions. On parlera aussi de la rumeur du remplacement de l'encoche sur l'iPhone 14 Pro par autre chose, mais par quoi? Allez, dans un instant, Pommes, on revient sur les 3 infos de la semaine. Pommes avec d'abord cette info bilan sur la rémunération de Tim Cook en 2021. On en a parlé dans i5, mais vous avez peut-être raté cet épisode. En tout cas, Tim Cook en 2021 a gagné presque 100 millions de dollars avec une toute petite proportion pour son salaire, 3 millions de dollars. Il a gagné 82 millions de dollars en actions, plus 12 millions pour avoir atteint les objectifs annuels et 1,4 million au titre des frais de l'assurance santé et autres détails, soit 98,7 millions de dollars en tout. C'est 1447 fois le salaire médian chez Apple qui s'établit en 2021 à 68 254 dollars. Salaire médian qui est en hausse assez notable, hein, plus de 10% je crois, sur l'année. Bon, ça choquera personne, cette rémunération de Tim Cook, Jean-Christophe, notamment pas aux États-Unis et dans la vallée. Alors, moi, si, un peu. Mais tu es à Paris, c'est pour ça. Non, c'est pas beaucoup. Je suis désolé. Faut comparer ce qui est comparable. Le cours de bourse flambe. Il s'est jamais vendu autant de Mac et d'iPhone. Quand on compare avec le niveau de revenu de, autant vous le savez, je déteste l'acronyme, mais quand on compare aux GAFAM, aux autres aux autres lettres du GAFAM, c'est il fait figure de classe très moyenne. Donc ça c'est pour la blague. Mais voilà, après, évidemment, il vole pas son argent. Non, moi j'aurais un pas de côté sur le sujet, c'est que la discrétion de Tim Cook me pose un problème. C'est-à-dire que il a dit très tôt que l'argent serait donné à ses neveux. Voilà, très bien. J'aimerais que Tim Cook vive un peu plus. Parce que je pense que s'il avait... si on savait de lui autre chose que il se lève à 4h du matin, il fait 2 heures de sport et il supporte l'équipe de foot de son université, peut-être que ça donnerait à Apple ce grain de folie qui lui manque tant depuis tant d'années. Au moins, Steve Jobs, il achetait des bateaux, il construisait des maisons, il en rasait d'autres. Il se passait des choses. Là, on a l'impression que Tim Cook prend ses millions, les met dans son
petit cochon et en fera hériter ses neveux. Et voilà, c'est triste, c'est ennuyeux, c'est morne, et je trouve que ça rejaillit sur Apple. Voilà, j'aimerais et pourtant vous savez tous comme j'exècre Elon Musk, j'aimerais que on parle un peu plus de Tim Cook, voilà, qu'il soit justement ce PDG à la hauteur de l'entreprise qu'il dirige. Voilà, et donc c'est l'occasion d'en parler justement en évoquant ce salaire qui, pour le coup, est en décalage avec ce qui est devenu l'entreprise. Ouais. François ? Ouais, moi, s'il y a un cochon qui traîne dans la maison, je veux bien le récupérer, il n'y a pas de souci, parce qu'il doit être assez important. Ouais, non, mais je suis pas d'accord avec toi, tu vois, Jean-Christophe, je trouve ça bien, justement, parce que Tim Cook incarne, en fait, Tim Cook et Apple, quoi, et donc, du coup, au moins, on parle pas des frasques, etc. Je trouve qu'on parle peut-être trop d'Elon Musk par rapport à tout ce qu'il peut créer, et le personnage est tellement clivant que... Ouais, je sais pas, je suis perplexe. Je pense que Tim Cook, c'est Apple, quoi, mais il veut qu'on parle d'Apple, il veut pas qu'on parle de lui, donc il se met pas en avant, à la limite, je trouve ça plutôt pas mal, je trouve. Ouais. Gilles, ton regard à la fois sur la rémunération et sur la discrétion du bonhomme, dont on sait qu'il sera parti dans moins de 10 ans. La rémunération, elle est variable. Donc, elle est fonction des bonus pour les résultats qu'il a obtenus. Je crois savoir que c'est beaucoup le cas chez Apple. Le salaire n'est pas si important que ça. C'est là où l'essentiel de la rémunération se trouve, c'est dans les bonus, les stock options, les objectifs qui sont remplis ou pas. Sa discrétion, il ne faut pas oublier qu'il a grandi dans une banlieue, dans un petit bled de l'Alabama. C'est un adolescent gay qui grandit, qui a conscience de sa différence dans le pays qui est le berceau du Ku Klux Klan. Donc, ça ne m'étonne pas que si, au fond de lui, il est toujours habitué à faire profit bas. Et c'est un ami de Steve Jobs aussi qui a toujours expliqué que, d'une façon collective, chez Apple, nous n'avons pas pour ambition de finir les plus riches du cimetière. Effectivement, ça se défend. Deuxième news de la semaine, totalement arbitraire, c'est moi qui ai choisi, hein, mais je préfère le dire. C'est pas une info, c'est juste une tendance. C'est la conception qu'Apple aurait de ce futur casque de réalité virtuelle qui n'a rien d'officiel. Mais qu'il est quasiment, on va dire, maintenant tellement on l'attend tous, probablement pour la WWDC, en tout cas pour sa présentation technique. Apple ne veut pas en faire un outil d'accès au métaverse, au fameux métaverse dont on parlait il y a quelques instants. C'est pas un casque qu'on va porter pendant des heures dans la journée, un peu à la Ready Player One de Spielberg. Il serait plutôt fait pour des usages de relativement courte durée. Et je me demande si c'est pas justement aller à l'encontre de la tendance, parce que le sujet dont tout le monde parlait justement à Vegas, c'est ce nouveau monde dans lequel on passerait finalement de plus en plus de temps et pour lequel il va falloir des périphériques immersifs. Est-ce qu'Apple fait pas une erreur en se positionnant déjà à contre-pied de ce vers quoi, enfin de ce qui semble, je dis bien semble, exciter tout le monde en ce moment? C'est un sujet assez compliqué. Je rappellerai, puisqu'on va parler des 15 ans, que quand on attendait tous un téléphone qui s'appellerait l'iPhone, on imaginait qu'il aurait un clavier physique et que et voilà, enfin entre autres un clavier physique. Mais voilà, c'est pour donner un exemple. Envisager un produit dont on ne sait quasiment rien, qui sortira peut-être à la fin de cette année, qui devrait coûter plusieurs milliers de dollars, et envisager du même coup sur quelle application il pourra faire tourner ou pas, ça me paraît extrêmement prématuré. C'est le premier point. C'est-à-dire que si Apple, si le métaverse existe un jour, ce sur quoi je suis assez sceptique, mais si le métaverse doit exister un jour,
et que le casque virtuel d'Apple est un succès, je pense que les deux trouveront un moyen de se parler. Ça paraît évident. Par ailleurs, les Google Glass représentaient l'avenir avant de s'effondrer et d'être redéployés dans le marché professionnel. Le Magic Leap était une révolution plus forte que le Macintosh, a englouti plus d'1 milliard de dollars avant de s'effondrer et de se réorienter vers le marché professionnel. Je ne sais absolument pas, et à mon avis personne ne sait, à quoi va ressembler le casque d'Apple, mais surtout à quoi va ressembler le fameux métaverse. Facebook est très fort pour faire du vaporware, et Facebook surtout a besoin qu'on parle de toute autre chose que de Facebook. Donc que tout le monde se fasse intoxiquer par le métaverse aujourd'hui, y compris les gens qui étaient au CES, c'est parfaitement normal. Voilà. Quand on aura un casque de réalité virtuelle d'Apple, on pourra imaginer si on regrette qu'il se connecte à cet autre truc qu'on appelle le métaverse, dont aujourd'hui on n'a pas vu le premier pixel. Voilà. Donc je ferai pas de bilan aujourd'hui en tout cas. Bon, je pose quand même ma question d'un point de vue visionnaire et stratégique. Est-ce que vous pensez qu'Apple a raison de quelque part de se désolidariser d'un projet qui est majoritairement promu par Facebook en l'occurrence? François? Ça paraît complètement logique. Apple va toujours à l'encontre de ce que peut être Facebook, enfin Meta, pardon, il va falloir s'y faire. Non, c'est raccord. Maintenant, comme tu le disais, ce qui est assez énorme, c'est qu'on parle de ce casque comme s'il était déjà sorti alors qu'il n'est pas sorti. Et je rejoins Jean-Christophe, moi, je vais faire comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois, donc tant qu'il n'aura pas été présenté, je ferai pas de plan sur la comète et j'attendrai de savoir ce que ça peut représenter. Mais c'est évident que Tim Cook va aller, quand ils vont le présenter, ils vont tailler Facebook, ça va être énorme, quoi. À mon avis, ça va. Le principal objectif de la keynote de présentation de ce casque, ce sera de dire, regardez, nous on fait ça comme ça, c'est pas comme Facebook et vous inquiétez pas. À mon avis, ce sera assez cocasse. Gilles, et je te repasse la main à Jean-Christophe après. Oui, je vais rejoindre Jean-Christophe en ce qui concerne le modèle de l'iPhone. Moi, je pensais pas qu'il aurait un clavier. J'étais le seul crétin qui pensait qu'il aurait une click wheel. Quand ils ont montré le cadran en janvier 2009, j'ai cru qu'ils se foutaient de ma gueule parce que j'avais fait un papier là-dessus. Donc, parenthèse, il faut voir les modèles économiques. Facebook vend du temps de cerveau d'utilisateur. Apple vend de la valeur ajoutée de cerveau d'utilisateur. Le Mac... la première interview du Mac qui avait été donnée par Steve, j'en ai déjà parlé, mais à mon avis c'est fondateur, il disait « Nous attendons, nous sommes impatients de voir ce que les utilisateurs vont faire ». Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir et ce qu'il faut attendre des lunettes et de cette nouvelle interface que vont être les lunettes à réalité virtuelle. Jean-Christophe, tu voulais dire un mot supplémentaire? Je rejoins juste le point de Gilles sur le modèle économique et je prends un peu le contre-pied de François. Apple est très fort pour vendre des produits. Facebook cherche à fédérer des utilisateurs. Pour le coup, je prends le pari. S'il y a un casque de réalité virtuelle Apple qui se vend, Facebook trouvera un moyen de rendre le métaverse accessible par le dit casque. C'est aussi simple que ça. L'iPhone de toute éternité a été compatible Facebook jusqu'aux préférences système, puisque vous vous souvenez que au tout début on pouvait configurer son compte Facebook dans l'iPhone. Les choses ont changé évidemment, mais il est bien évident que l'ambition de Zuckerberg, mais comme tout possesseur de plateforme, c'est d'avoir le plus de gens dessus et donc exclure les utilisateurs d'un casque virtuel Apple, ça ne se fera pas. Pour le reste, je pense que comme Apple redéfinit sa stratégie, ou en tout cas le casque n'est pas prêt à sortir aujourd'hui, on a peut-être aussi un peu le temps de voir ce que va donner ce fameux métaverse. Bon, en tout cas, on a un détail, et c'est une source plutôt fiable qui nous le donne, parce que c'est Ming-Chi Kuo
qu'on peut considérer l'analyste le mieux informé sur Apple. Selon lui, le futur casque utilisera le même chargeur 96 watts que le MacBook Pro 14 pouces. Au moins, on pourra réutiliser son chargeur pour le casque, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais ça implique davantage de choses, évidemment. Ça veut dire qu'il y aura effectivement de la puissance dans ce casque, et sans doute qu'on retrouvera soit le processeur des Mac, soit une version adaptée, mais en tout cas qui délivrera de la puissance. Ou de l'iPad, oui. Tu plaisantes, Benjamin, mais c'est une vraie info. Oui. C'est-à-dire que soit c'est pour charger les batteries de l'engin. Et ça veut dire, on a tous testé des MacBook Pro 16 pouces et des 14 pouces. Le chargeur, il pèse son poids. Ça veut dire que les batteries soit seront grosses et donc le casque sera lourd, soit que l'autonomie sera courte. Ou c'est un chargeur qu'on peut utiliser à demeure, et ça veut dire qu'en fait, de fil à la patte, le machin se pose là. Donc, je ne m'auto-contredis pas, c'est-à-dire je ne vais pas tirer des plans sur la comète sur cette info-là, mais si elle se vérifie, il y a énormément d'enjeux sur ce bête chargeur. Ça peut vouloir dire que le casque sera lourd, ça peut vouloir dire que le casque ne sera pas autonome. Enfin voilà, c'est d'une toute petite info, ça peut avoir des conséquences extrêmement profondes sur l'utilisation. Effectivement, et je comptais sur toi pour ça. Et la troisième info de la semaine, c'est une info statistique, mais elle est importante dans le monde dans lequel on vit, et ce monde marqué par un très fort usage des outils numériques. Les ventes de Mac en 2021 ont progressé presque 2 fois plus vite que les ventes de PC. Selon Canalys, il s'est vendu 341 millions d'ordinateurs l'an dernier, dont presque 29 millions de Mac, contre 22 millions et demi un an plus tôt. C'est une hausse de 28% pour le Mac, en grande partie grâce au M1, au MacBook Pro 13 pouces et au MacBook Pro 14 et 16 qui sont sortis vraiment en fin d'année. Donc c'est une belle performance. Est-ce que vous pensez que la tendance va se confirmer et va se prolonger, va même s'amplifier cette année, Jean-Christophe? Je sais pas vous, je pense qu'on est tous dans le même cas. J'ai enfin une machine que je peux recommander à des proches. Il y a 2 jours, quelqu'un m'a dit j'en ai marre de mon PC, qu'est-ce que tu me conseilles? Ça fait des années qu'on dit évidemment un Mac, mais le clavier marche pas trop, mais ils sont un peu chers, mais l'autonomie ceci, cela. On a enfin des modèles qui cochent plein de cases et qu'on peut recommander à d'autres, et a priori ça ne va aller qu'en se confirmant avec les nouveaux produits qu'on attend. Donc oui, c'est que ça ait des conséquences en termes chiffrés. Voilà, c'est non seulement ça paraît assez logique, mais c'est chouette que ça se confirme, et oui, ça devrait pas s'arrêter là. Je pense que les transfuges dont on a parlé tout à l'heure, qui arrivent chez Intel, vont pas tout de suite créer des processeurs compétitifs, donc ça devrait durer un certain temps. Cet avantage Apple. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a plus vraiment de défauts. En revanche, il reste cher. En tout cas, pas à la portée des budgets économiques. Clairement, mais on revient à ce qu'on disait sur le changement d'époque qu'on est en train de vivre. Je pense que justement, l'ordinateur qu'on utilise toute la journée devient encore plus essentiel et justifie peut-être un investissement à plus long terme, et c'est ce que ces Mac représentent aujourd'hui. François ? Ouais, et puis moi je pense qu'il y a une autre problématique, c'est les délais de livraison qui sont quand même atrocement longs. Alors ça s'est réduit un peu sur les configurations standardisées, mais c'est vrai que dès que vous voulez des options particulières, que ce soit de la RAM ou des SSD, etc., les délais se rallongent fin février, début mars aujourd'hui, ce qui est quand même assez énorme. Donc les chiffres sont très bons, mais à mon avis ils auraient pu être encore meilleurs, et peut-être qu'ils seront encore meilleurs dans les mois à venir. On peut s'y attendre, je pense. Gilles, ton regard sur cette accélération des ventes de Mac et cette performance par rapport au monde PC, même si le Mac reste très minoritaire. Hein. Oui, mais pas tant que ça. Je crois qu'on en est à 9%, 9% et des dixièmes
de part de marché désormais pour le Mac en général. Alors il y a les premiers iMac, quand on arrive à en trouver, et le Mac mini, mais c'est le Mac dans sa globalité. Sur les portables, on doit être encore largement à des parts de marché à 2 chiffres désormais. Alors de mémoire, je crois que c'est pour le dernier trimestre qu'on a vu, on avait 1% de progression pour le marché du PC, alors qu'on avait 15% pour le Mac. Je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, c'est ce que j'ai retenu. Et donc, on a un effet rampe de lancement, là. Et pour répondre à Jean-Christophe, ce qui va être intéressant, c'est de voir le marché de l'occasion, qui a toujours été très vivace sur le Mac, pour avoir administré des petites annonces pendant des années. C'est un truc qui, historiquement, est très, très présent. J'en profite pour glisser une petite pub pour mes camarades qui maintiennent mac2sell.net, qui est une cote de l'occasion qui est avec un algorithme, on va dire scientifique, mais qui ne va pas au-delà du raisonnable, quoi, qui est rationalisé. Le M1 et son gain de puissance et les améliorations de l'efficacité de l'OS et des logiciels qui utilisent maintenant Swift va prolonger d'autant la durée de vie des Mac de nouvelle génération. Donc ça va pouvoir rendre accessible la plateforme à davantage de gens. Et alors on n'aura pas un effet trimestre après trimestre de part de marché, mais il y aura celui de la base installée, qui a toujours été le point fort d'Apple, même pendant les années noires. Ok Gilles, bon merci beaucoup pour votre regard sur ces 3 actus de la semaine. C'était donc Pommes. On se retrouve dans un instant avec la rumeur de la semaine, la grosse rumeur de la semaine autour du remplacement de l'encoche. On va en parler. Ma maison connectée. Retour une dernière fois à Las Vegas avec toutes les annonces autour de HomeKit. Mais d'abord et dans quelques secondes, les mises à jour de la semaine. iOS 15.2.1 et iPadOS 15.2.1 sont arrivés. Est-ce que vous avez fait ces mises à jour, mes amis ? Non. Jean-Christophe, non. François, non. Gilles ? Non plus. Non plus. Pas eu le temps ou pas eu envie d'être les premiers ? Pas eu le temps. Pas le temps, ouais. Pas eu envie d'essuyer les plâtres, encore une fois. D'accord. Bon. Si Ellie était là, et on l'embrasse, il te dirait que tu as sans doute bien fait, en tout cas d'attendre. François ? Non, mais je dis, mais curieux de savoir si ça règle vraiment le petit problème d'HomeKit. Il y avait des petits soucis d'affichage de caméra sur l'application. Je pense que je vais la faire d'ailleurs, je vais même la faire ce soir. Je profiterai du repas pour le faire. Si ça résout ce problème, je vais la faire tout de suite, c'est horripilant. Ben voilà, il n'y a pas grand-chose dans cette mise à jour mineure, parce que c'est vraiment une mise à jour avec deux décimales, mais voilà, vous pouvez la faire. Vous pouvez attendre quelques jours si vous voulez être sûr qu'elle n'apporte pas plus de problèmes qu'elle ne règle de soucis. Jean-Christophe ? Non, je sais pas si on en a parlé, mais je vais juste en dire un mot parce que ça évitera peut-être à certains de nos auditeurs de s'arracher les cheveux. Il y a effectivement un bug dans la prévisualisation des caméras HomeKit où ça utilise une image aléatoire prise il y a, dans mon cas, plusieurs jours, et je veux regarder ce qui se passe sur ma caméra et je me vois dedans alors que je suis dans une autre pièce. Alors ça fait un peu bizarre, et je le dis à l'antenne parce que c'est pas la peine de réinstaller votre iPhone, c'est pas la peine de réinstaller votre caméra, c'est pas la peine de créer une nouvelle pièce HomeKit, rien ne marche. Ça reste, donc ne perdez pas votre temps et effectivement espérons que la mise à jour ou qu'une mise à jour iOS corrige enfin ce bug particulièrement pénible. Voilà.
Voilà pour iOS et iPadOS. Du côté de Monterey, macOS, la deuxième bêta publique de la 12.2 est disponible. Alors il y a deux nouveautés essentielles. D'abord, l'appli musique a en partie été réécrite avec AppKit. Et puis, si j'ai bien compris, ça règle le bug dont on avait parlé il y a des semaines avec toi, Jean-Christophe, le fameux affichage sur les MacBook Pro quand on scrolle avec Safari. Ce petit décalage perçu par certains, pas par toi, je crois. Non, c'est ça, et surtout, il me semble, donc ça corrige ça, ce qui était effectivement important pour certains, mais surtout, ça donne les 120 MHz, donc le défilement ProMotion aux pages Safari, donc 120 Hz, pardon, aux pages Safari. C'est ça, absolument. Donc, si vous voulez le tester avant tout le monde, ne faites pas ça sur une machine de production, évidemment, puisque ça reste une bêta, même si elle est publique. C'est la deuxième bêta publique de macOS 12.2. Et puis, alors pour les développeurs cette fois, iOS 15.3, la bêta 2, apporte une modification. Alors c'est 3 fois rien comme ça, mais ça pose pas mal de questions et ça répond à un vrai problème. Une modification du texte qui vous prévient quand le relais privé iCloud est désactivé. Le texte initial mettait en cause l'opérateur. Ce qui a provoqué la colère de certains, notamment de T-Mobile aux US, Jean-Christophe. Je ne sais pas si tu as suivi cette petite passe d'armes entre T-Mobile et Apple ces dernières heures, ces derniers jours. Apple a modifié le texte pour dire qu'en gros, si le relais privé est désactivé, c'est soit parce que l'opérateur ne permet pas d'utiliser relais privé, iCloud, soit parce que dans vos réglages, vous avez un autre réglage qui vous empêche de l'utiliser. Voilà, c'est une petite précaution d'usage, une petite clarification, mais apparemment elle était importante, en tout cas dans les relations d'Apple avec ses partenaires opérateurs. Jean-Christophe, tu voulais quand même dire quelque chose sur le sujet ? Brièvement, iCloud relais privé, c'est un VPN, c'est un réseau virtuel privé. Ça veut dire que ça masque le trafic, c'est sa raison d'être, ça masque votre adresse IP, le trafic qui passe dans les tuyaux. Voilà. Autant dire que ça masque des informations que certains opérateurs considèrent comme essentielles dans leur business model. Ça, c'est le premier point. Alors évidemment, Apple on va en reparler. fait. Voilà, Apple le fait justement pour donner plus de confidentialité, un meilleur contrôle des échanges à ses utilisateurs. On peut comprendre que les opérateurs râlent, justement parce que c'est une manière de les priver de l'information dont ils bénéficient. L'autre problème est technique, et là encore, si vous essayez d'activer un VPN sur un réseau Wi-Fi ouvert, par exemple chez McDo ou Starbucks, parfois ça marche pas. Pourquoi ? Parce que le VPN, là aussi, ça utilise des ports de connexion et que vous êtes dépendant du routeur que vous utilisez et donc du fournisseur de connexion. Je dirais, pour faire simple, qu'on est vraiment dans le dur d'une fonction comme de l'essence même de la fonction relais privé iCloud. Ça a l'air simple, c'est un truc que propose Apple et Apple dit à ses utilisateurs, activez-le, vous allez voir, c'est chouette, sans s'occuper du tout, ou sans, en tout cas, éduquer suffisamment les utilisateurs sur les critères d'utilisation et les conséquences possibles. Je vais prendre un exemple connexe mais assez parlant. Vous avez la possibilité dans Mail sur Catalina de masquer justement votre adresse IP quand vous recevez un mail pour éviter que l'ouverture du mail soit tracée. Tu veux dire sur Monterey ? Sur Monterey. On est sans doute nombreux à l'avoir activé pour voir ce que ça donne. En fait, c'est insupportable parce que résultat, les images des newsletters auxquelles vous êtes abonné n'apparaissent pas. Et donc, quand on veut lire un mail, ça prend une seconde de plus pour y avoir accès. Moi, je l'ai désactivé tout de suite quand je l'ai compris. Bon, chacun fait ce qu'il veut.
Et effectivement, c'est un curseur pour savoir si c'est plus intéressant de préserver la confidentialité de l'ouverture d'un mail ou d'avoir accès aux images plus rapidement. Moi, je suis dans le deuxième cas. Mais Apple ne l'explique pas. Apple propose une case à cocher en disant c'est bien, coché là. Et en fait, ça, par définition, compte tenu des couches techniques que ça met en jeu, ça crée beaucoup plus de problèmes. Voilà, pardon, j'ai fait un peu long. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une guerre entre les opérateurs mobiles et Apple, c'est l'utilisation faite de la connexion Internet, d'où qu'elle vienne, qui est mise en cause, qui est mise en jeu par cette fonction iCloud Private Relay. Comme souvent, Apple devrait faire un peu plus d'éducation de ses utilisateurs. Ça éviterait certains problèmes comme ceux qu'on voit aujourd'hui. Je dirais pas que tu as fait long, je dirais que ça a permis à l'ambulance de passer. Tu ne les entends plus, mais je crois que ça vient de chez toi. Qui avait une ambulance à l'instant ? Oh, c'est peut-être moi, j'ai des pompiers, moi. Ah, c'est ça, ça fait un pimpon, en fait, c'est ça. Bon, en tout cas, on en a bien profité. Alors, justement, à propos de cette grogne des opérateurs, je parlais de ce texte qui a mis un petit peu en pétard certains opérateurs, mais effectivement, le fond du problème, il est ailleurs. Et d'ailleurs, en Europe, plusieurs opérateurs exigent qu'Apple retire le relais privé iCloud. Parmi ces opérateurs, ils sont 4. Il y a Orange, avec Vodafone, Telefonica et T-Mobile. Ils ont écrit à la Commission européenne, alors je crois qu'on ne l'apprend qu'aujourd'hui, mais c'était au mois d'août dernier, pour critiquer ce qu'ils qualifient d'atteinte à la souveraineté numérique européenne, qui empêcherait les autres réseaux et serveurs, je cite, d'accéder aux données et métadonnées vitales, y compris celles des opérateurs en charge de la connectivité. On va rappeler que les opérateurs sont aussi engagés dans un bras de fer depuis 2 mois avec les géants du numérique, parce qu'ils essayent d'obtenir que les GAFA financent une partie du développement de leur réseau. Il y a donc une multitude d'enjeux en même temps. L'un de ces enjeux étant effectivement les infos que les opérateurs réussissent à exploiter, j'imagine, auprès de chacun de leurs clients. Jean-Christophe. J'ai fait un peu long, mais il manquait l'information essentielle. Qui dit relais de connexion, dit que la connexion part ailleurs pour vous protéger, puisque vous continuez à vous connecter. Et que, évidemment, les opérateurs européens que tu viens de citer font, c'est de bonne guerre, jouer la fibre patriotique, parce que le tuyau fourni par Apple, il en tout cas, suggère fortement que les données partent ou pourraient partir aux États-Unis. Et donc c'est bien ça qui est mis en cause quand les opérateurs parlent de souveraineté numérique. On peut, et tu le dis très bien Benjamin, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on peut imaginer que les motifs sont un peu moins nobles et que c'est évidemment pour continuer à garder le trafic et à pouvoir l'exploiter. Mais je rapprocherai ça encore une fois des outils de lutte contre la pédopornographie mis en place par Apple il y a quelques mois et abandonnés en rase campagne au bout d'à peine un mois. On est un peu dans cette idée-là quand même de Apple sait protéger les réseaux mieux que tout le monde, par bille en tête. Et puis finalement, on se rend compte que la communication est mal faite, qu'il y a d'autres acteurs en jeu qui sont pas contents pour des raisons X ou Y et doit revoir sa copie. Je serais pas étonné. Faut rappeler que le fameux relais privé est en bêta depuis sa sortie. Je serais pas étonné qu'il conserve son statut de bêta pendant très longtemps, voire même qu'il y ait des changements qui soient apportés. Et tu parlais du changement de mention dans une bêta. Je pense que voilà, la communication va devoir changer. Bon, encore un sujet à suivre, évidemment, notamment en France, puisque Orange fait partie de ces opérateurs qui exigent le retrait de relais privés iCloud. Allez, on se retrouve dans 3 secondes pour débattre de l'encoche ou pas sur le prochain iPhone 14 Pro. Les rumeurs de la semaine, cette semaine, ce sera la rumeur de la semaine. Le remplacement de l'encoche sur les prochains iPhone Pro
probablement numéroté 14, avec cette rumeur qui nous présente, on va dire, deux trous au lieu d'un. Est-ce que je peux le dire comme ça, François? Ouais, 2 trous. Alors on a droit à un joli trou rond et puis un petit trou qui est à moitié rectangulaire arrondi. Personnellement, je trouve ça complètement naze. Autant laisser l'encoche, elle est très bien comme ça. Soit on a rien, soit on a l'encoche, mais ça fait un peu Jean-Michel à peu près, quoi. On veut l'enlever, donc, mais on n'arrive pas, donc on la laisse à moitié, quoi. Jean-Michel à moitié. J'espère que c'est faux, je serais un peu déçu. Bon, évidemment, dans 6 mois, vous me ressortirez ça et je l'aurai acheté, mais je trouve pas ça très esthétique. Et à mon avis, Apple ferait mieux d'assumer son encoche. Elle l'a mise dans les MacBook Pro. Voilà, laissez-la vivre, cette encoche. C'est le symbole des iPhones. Moi, je trouve des iPhone 10, moi, je la trouve très bien. C'est pas sympa pour tes petits camarades de Mac Génération. On dirait un peu leur logo à l'envers. Hein. J'aime beaucoup Mac Génération, mais je sais pas où est-ce que t'as vu ça, Gilles, mais je crois qu'il faut arrêter la cocaïne. Hein, Oui, c'est ça. C'est un truc auquel je ne toucherai jamais, c'est la cocaïne. J'ai trop étudié Freud pour ça. Et tu le regardes, on dirait le logo de Mac Génération dans un miroir. Bon, écoute, ça leur fera sans doute plaisir, mais en dehors de ça, Jean-Christophe, c'est un sujet sérieux parce que l'encoche, c'est un signe de reconnaissance jusqu'à maintenant de l'iPhone, en tout cas quand on le regarde de face. Bah, je rejoins François sur un point. Ouais. C'est que je pense que je mangerai mon chapeau comme lui en septembre, mais que après avoir sorti les nouveaux MacBook Pro avec l'encoche, je serais extrêmement étonné qu'Apple ne s'autorise que 6 mois de coexistence sur quelque chose qui est devenu une signature. Donc ça c'est le point cohérence de la gamme. Pour le reste, on sait qu'Apple ne s'interdit rien, qu'Apple a très envie d'avoir des écrans les plus utiles possibles, et que je ferai même pas de commentaire esthétique, sauf pour dire que si c'est le cas, ça donne des pixels en plus à afficher et qu'on sait qu'Apple cherche ça. Donc il y a du pour et du contre. Je dirais que si ça se fait, ça rend les MacBook Pro qui rappelons-le ne sont pas Face ID encore plus grotesques, et que je trouverais ça vraiment ridicule. Mais malheureusement, je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. Gilles, ton regard sur cette rumeur? Oui, plus sérieusement, je ne comprends pas, très honnêtement, puisque cette même rumeur fait état d'une caméra de reconnaissance Face ID qui serait derrière l'écran. Le brevet a été déposé d'ailleurs il y a un certain nombre d'années par Apple. Donc, ça me fait penser un peu à cette technique en nitrographie où on balance un peu de fluorescéine assez haut dans un ruisseau en haut d'un massif montagneux, et puis on va regarder un peu plus bas dans le réseau de rivières à quel moment la couleur, l'eau va se colorer, et à ce moment-là, on saura d'où vient la fuite. Ça me fait penser à ce type de pratique, typiquement. Jean-Christophe ? Rapidement, une des raisons pour lesquelles l'encoche est importante au sens de large, c'est qu'il y a plein de choses dedans. Or, on sait que les appareils photo sous l'écran, ça a été testé par Huawei, je crois. Ça fait des photos dégueulasses. En revanche, il est pas impossible, j'en sais rien, mais que par exemple le projecteur infrarouge qui crée le nuage de points qui permet d'être reconnu, lui, soit glissable sous l'écran sans que ça gêne, et que de fait on ait un déport de certaines fonctions de l'encoche sous l'écran, et de garder justement l'appareil à selfie sous la bulle, et une autre partie de Face ID dans la pilule. Voilà.
Apple sait scinder ses composants en plusieurs parties quand ça l'arrange, voir les batteries, voir justement les systèmes de chip. Ça serait très Apple. Ça me choque pas en soi. Ce qui serait étonnant, c'est ce changement. Et encore une fois, moi, il me choque plus vis-à-vis des MacBook Pro que dans la gamme iPhone, parce que comme François le rappelait, l'iPhone 10, c'était génial, mais ça a 5 ans, si je compte bien. Voilà, c'est peut-être l'occasion d'un refresh du design qui serait bienvenu. Et ben voilà, c'était la rumeur de la semaine. On se retrouve dans quelques secondes pour Ma Maison Connectée dédiée aux annonces HomeKit du CES avant le tuto audio et la fonction trim des SSD. Ma Maison Connectée, le rendez-vous hebdo de la domotique sauce HomeKit dans iWeek avec toi François. Tu étais quasiment à Las Vegas avec moi finalement, si j'ai bien compris. Ouais, je suis passé dans ta valise. Du coup, ça m'a évité les tests pour vérifier que j'avais pas la Covid, c'était mieux. Cool. Non, c'est intéressant parce que voilà, tu m'as envoyé pas mal de news et puis c'est vrai il y a quand même pas mal de sites qui ont évoqué plein de nouveautés. C'est vrai qu'on a senti je vais pas dire un frémissement, c'est même plus important que ça, je pense, du côté de la domotique. Alors pour moi, j'ai noté 3 choses principales. La première déjà, c'est qu'on a senti qu'il y avait un petit relan de popularité pour HomeKit, surtout du côté de la vidéo en fait. Apple a présenté il y a déjà au moins 2 ans HomeKit Secure Vidéo. Et il y avait quelques marques qui s'étaient emparées de cette techno-là, et d'autres marques s'y mettent. Je pense en particulier à Eve, on en a beaucoup parlé, qui a présenté une caméra extérieure, qui a l'intérêt, c'est qu'elle fait de la détection aussi de personnes. Vous pouvez paramétrer en fait pour éviter que la caméra repère les chiens, par exemple. C'est un truc tout bête, mais si vous avez des animaux, des chats, des ratons laveurs, je sais pas moi ce que vous voulez, hein, des hiboux qui passent devant la caméra ne se déclenchera pas. Donc ça c'est plutôt positif. Et c'est basé sur la techno HomeKit Secure Vidéo. Il y a un spot en fait, donc ça fait à la fois un spot lumineux et détection et caméra, du coup c'est plutôt intéressant. On a une caméra qui fait HD 1080. Alors on peut se dire qu'à l'époque de la 4K c'est un peu dommage d'avoir que du 1080, mais au final je le rappelle que HomeKit ne tolère que des caméras en 1080 et pas des caméras 4K, donc quoi qu'il en soit ça n'aurait pas servi dans HomeKit, et on a un champ de vision qui est quand même de 157 degrés, donc c'est plutôt intéressant. Le produit devrait pas tarder à être disponible, logiquement au mois d'avril, pour à peu près $250. La dispo en Europe est pas encore annoncée, mais on va espérer que ça arrive vite. Je pense qu'Eli pourra nous en dire plus, que je sais qu'il a pas mal de contacts avec nos amis de Eve. Et puis il y a une autre marque, alors qui a moins de produits compatibles HomeKit, c'est une marque qui fait beaucoup de domotique qui s'appelle Belkin, que vous connaissez je pense, avec sa gamme Wimo. Et ils ont présenté une sonnette connectée. Alors Netatmo en avait présenté une aussi il y a quelques temps. Belkin s'y met, ça c'est plutôt positif. Je pense qu'on voit là aussi l'intérêt de Matter. Donc champ de vision de 178 degrés. On a une vision nocturne intégrée, donc si vous avez un pervers qui sonne à votre porte dans la nuit, vous pourrez le voir même sans avoir de lumière, ce qui est quand même plutôt pratique. Et puis une fois de plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit compatible HomeKit Secure Vidéo. Le produit devrait être disponible aux États-Unis au mois de février, donc potentiellement en Europe assez rapidement derrière. Mais comme pour la caméra extérieure de Eve, on est sur des produits qui sont quand même assez chers puisqu'on est aux environs des $250. Donc ça reste quand même relativement important. Et puis comme je le disais, on voit qu'HomeKit intéresse vraiment, donc c'est ce qu'on a évoqué, la caméra Belkin, et puis on a aussi TP-Link. TP-Link, c'est une marque qui fait des produits informatiques depuis un paquet d'années, des produits connectés, on a des routeurs, on a plein de produits différents, et sa marque Domotique Tapo va proposer des produits compatibles HomeKit. Alors principalement, au début ce sera des prises connectées, de la lumière, ça risque d'arriver d'ici la fin de l'année, ce qui est plutôt positif. Et une autre marque aussi qui propose des produits de détection purificateur d'air, ça analyse votre air, une marque qui s'appelle Aura, qui avait proposé un produit qui s'appelle Aura Air, qui va être compatible HomeKit. Donc on voit vraiment que tous ces produits deviennent HomeKit au fur et à mesure, soit par des mises à jour, ou soit carrément des gammes qui sortent compatibles HomeKit, c'est plutôt positif. Et Eve aussi va lancer des stores, comme Ikea le propose déjà, il y a d'autres marques qui le font. Aquara aussi, la gamme domotique de Xiaomi.
Et puis la dernière petite chose, comme tu l'as évoqué en préambule, on sent vraiment que la Technomater est en train d'arriver. Aqara justement va sortir 2 nouvelles versions de 2 produits phares, le détecteur de présence et le capteur d'ouverture de porte, qui va être compatible Mater. Donc le gros intérêt aussi, à la fois Thread et Mater, le gros intérêt c'est que vous allez pouvoir étendre votre réseau, c'est-à-dire que si vous mettez par exemple le petit capteur d'ouverture de porte à votre porte d'entrée, si vous avez une sonnette connectée derrière qui est aussi compatible Mater, ça reproduira le signal au fur et à mesure et ça permettra de l'étendre de manière assez importante. Et Nanolith a aussi annoncé, mais on le savait déjà, mais ça devrait plus tarder arriver, que les derniers petits bandeaux qui sont sortis, vous savez, Nanolith c'est les petites tuiles. Historiquement, c'est les tuiles, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres gammes qui existent. Il y a des petites barres lumineuses, etc. Ce sera aussi compatible Mater via des mises à jour. Donc c'est plutôt intéressant. Je pense qu'on est vraiment au début de la démocratisation d'HomeKit, et c'est plutôt positif. Il y a eu pas mal de choses au CES, et à mon avis, tout au long de l'année, on aura plein de nouvelles choses, avec des tarifs qui seront assez divers et variés, je pense. Eh bien, merci François pour ce tour de l'actu HomeKit au CES. Dans un instant, le tuto audio, activer le trim de son SSD. Oui, mais pourquoi faire et quel est l'intérêt ? Eh bien, je vous explique tout dans un instant avant nos coups de cœur de la semaine. À tout de suite. Le tuto audio, activer le trim de son SSD, à quoi ça sert ? Est-ce vraiment utile ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que le trim ? Je vais citer Wikipédia, j'ouvre les guillemets. Trim, mot anglais signifiant réduire, tailler, bien arranger, est en informatique une commande qui permet à un système d'exploitation d'indiquer à un contrôleur de stockage de type mémoire flash SSD quels blocs de données ne sont plus utilisés et peuvent donc être effacés. Cette commande améliore les performances d'accès au SSD. La commande trim a été introduite pour permettre de purger complètement les données officiellement effacées. La récupération de données devient donc impossible, entre parenthèses, ce qui sera un avantage ou un inconvénient suivant le contexte. Alors pour activer le trim, il faut d'abord que votre SSD l'accepte et l'une des conditions, c'est qu'il soit formaté en APFS. Ça dépend donc du SSD lui-même, mais aussi du contrôleur du SSD. Si c'est du SATA, en général, c'est bon. Ça dépend aussi de votre système d'exploitation. La commande trim est arrivée sur macOS 10 avec la version 10.6.6. À l'époque, c'est Snow Leopard, en février 2011, mais à l'époque, le système est par défaut limité au seul SSD installé par Apple. Une commande officielle a été ajoutée en théorie depuis la version 10.10.4 pour activer le trim sur un SSD non Apple, mais elle ne semble fonctionner réellement que depuis Monterey, et donc c'est tout récent. Cette commande, c'est sudo trimforce enable. Alors l'idée ici, ce n'est pas de vous amener dans le terminal pour activer le trim, mais de vous donner les arguments pour décider de l'activer ou pas. Pour l'activer, si vous le décidez, je vous renvoie notamment vers le site Le Journal du Lapin. Comme l'explique son auteur Pierre Dondumont, le trim est une commande qui permet de dire au contrôleur du SSD que les données effacées sont libres. Attention, la récupération deviendra de facto impossible si vous activez le trim, mais vous aurez 2 bénéfices. D'abord, votre SSD s'usera un peu moins vite et puis il gagnera en vitesse et l'écart pourra être significatif, notamment pour un SSD connecté en USB. Voilà, moins de souplesse pour récupérer des données effacées, mais un SSD plus rapide et à la durée de vie allongée. À vous de choisir si vous voulez activer le trim ou pas. Nos coups de cœur de la semaine. Gilles, on commence par toi. Tu as allumé ta télé ou ton ordi. Oui, c'est pas vraiment un scoop, puisque on en a beaucoup parlé, mais je voulais vraiment rajouter une couche parce que il me semble que vraiment ils ont mis le doigt dans la plaie. Le coup de cœur, c'est Don't Look Up, cette métaphore de l'impuissance actuelle par rapport à un péril quel qu'il soit. C'est une métaphore du péril climatique. Là, c'est une météorite, un géocroiseur qui est détecté, et dans 6 mois, le compte à rebours est lancé. Dans 6 mois à partir de la détection, le géocroiseur va percuter la Terre et potentiellement éradiquer toute vie sur la planète.
Et là, donc, tout le monde en prend pour son grade. Les scientifiques qui sont incapables de mobiliser l'opinion, les politiques qui sont au-dessous de tout. Meryl Streep qui joue une parodie de Trump est absolument à hurler de rire. Le système médiatique qui prend tout à la rigolade. On est sur le système ou l'entertainment de la télévision américaine que Jean-Christophe et toi, Benjamin, connaissez mieux que moi. Enfin, et puis les gens qui n'arrivent pas à se décider, qui soit sont incrédules, soit font n'importe quoi. Enfin bon, voilà. Et puis, mon conseil, c'est regarder bien le film jusqu'à la fin du générique. Si vous regardez la version française, vous comprendrez pourquoi je prends ce ton. Est-ce que vous l'avez vu, François et Jean-Christophe, ce donc Look Up, donc défi cosmique, c'est ça? En français? C'est ça. Moi, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler, on me l'a conseillé, donc il faut vraiment que je prenne le temps de le regarder. Mais on m'a conseillé aussi les deux autres qui avaient été tournés avant. C'est une sorte de trilogie à moitié. Il doit y avoir Vice avant, enfin Vice, je sais pas si je le prononce à l'anglaise ou à la française. Et un autre, en fait, c'est plus ou moins une trilogie qui n'est pas vraiment une trilogie, mais il paraît que les deux autres sont très bien aussi. Alors Vice, c'est l'histoire de Donald Rumsfeld, si je ne me trompe pas. C'est pas traité sur le ton de l'humour, enfin de l'humour, de la dérision comme Don't Look Up, mais... Oui, c'est vachement bien Vice d'ailleurs. Ouais. Mais c'est considéré comme plus ou moins une trilogie d'après ce qu'on peut lire à droite à gauche, donc je ne les ai pas vus. Donc peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est ce que j'ai lu, mon cher Benjamin, même si tu n'approuves pas. Ouais, je dirais pas ça, mais alors, ça raconte les coulisses du pouvoir aussi. Vice et l'autre, j'ai bouffé le nom du troisième, mais normalement il y en a 3. Okay. Parce que clairement, alors, même en prenant Vice et celui-là, c'est un portrait de la déliquescence américaine. J'ai trouvé ça pas mal. Je trouve qu'on en a beaucoup fait sur quelque chose qui est assez daté, c'est-à-dire que Meryl Streep aurait été beaucoup plus efficace il y a 2 ans. Je trouve ça fait une resurgence du trumpisme dont on pensait en fait débarrasser, qui est assez malvenu. Mais voilà, ça se laisse regarder. J'ai peur qu'on n'en soit pas débarrassé, Jean-Christophe. Non, je sais, Gilles, mais justement, moi, je veux rester dans le déni pendant que je peux encore. Pas de politique. Surtout qu'Ellie est pas là. C'est ça. Bon, on l'embrasse, Ellie, qui était un peu mal foutue ces dernières heures et qui a passé son tour cette semaine. Moi, mon coup de cœur, c'est un support chargeur pour voiture signé Anker. Il s'appelle le Magnetic Wireless Charger 613. C'est la gamme MagGo. Il est MagSafe. Il est super costaud. Il recharge les iPhones en 7,5 watts. Des aimants qui sont capables de supporter bien plus que le poids d'un iPhone 13 ou 12, avec ou sans étui MagSafe d'ailleurs. Son bras pivote à 134 degrés pour trouver le meilleur angle de vue. Il est livré avec 4 clips de câbles auto-adhésifs pour faire courir le câble USB-C et USB-A d'1,50 m qui est livré avec. Le prix est un peu élevé, mais je crois que dans le genre, c'est parmi ce qui se fait de mieux. $69 aux US, pas encore de prix en euros. J'espère qu'on pourra le trouver bientôt en France. Jean-Christophe, tu as un coup de cœur toi aussi ? Oui, alors je reste dans le domaine de la locomotion. À l'heure où on vient d'apprendre que Uber abandonnait son appli Apple Watch, je sais que vous êtes nombreux à ne même pas savoir qu'elle existait, mais moi ça me fait de la peine. Je voulais saluer l'intégration de l'appli G7 qui est capable de piocher en fait dans calendrier. Et quand vous voulez enregistrer la destination, quand vous commandez un taxi et que vous lui dites je veux aller de chez moi à tel rendez-vous, elle vous propose au-dessus du clavier de l'iPhone de rentrer l'adresse de votre prochain rendez-vous.
c'est tout bête, mais c'est hyper pratique. Et c'est un type d'intégration iOS que je trouve sympa et que je trouvais intéressant à saluer. Je suis pas sûr que ça vienne plus de l'application G7 ou de l'API iOS. Enfin, en tout cas, c'est de l'utilisation qui est faite par les développeurs de G7 de l'API. Voilà, je trouvais cette intégration sympa et c'est aussi l'occasion de dire du mal de l'abandon de l'Apple Watch par Uber. On a tous besoin de plus d'applis indépendantes Apple Watch, pas moins. Et donc je voudrais qu'on soit plus nombreux à râler, parce qu'en l'état, une Apple Watch 4G, ça ne sert strictement à rien, puisqu'on a à peu près toujours besoin d'un iPhone connecté. Voilà. Mais encore une fois, bravo à G7, mon coup de cœur de la semaine. On va débrancher la prise de cet épisode 73. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le préparer. Une bise à notre malade du jour, Ellie. Reviens vite nous voir, mon cher Ellie. Jean-Christophe, écoute, à bientôt à Paris ou à San Francisco. Dans tous les cas, dans iWeek. À très vite, j'étais ravi de vous retrouver, les amis. Et pareil pour nous, plaisir partagé. Salut Gilles. Salut Benjamin, salut Jean-Christophe et salut François. À bientôt. À bientôt et à bientôt François. Salut à tous et puis passez de bonnes semaines et portez-vous bien. N'oubliez pas @iWeekNews sur Twitter et le hashtag iWeekLSA pour nous écrire. On a aussi besoin de vos retweets. Suivez iWeek, la semaine Apple sur toutes les meilleures plateformes de podcast et abonnez-vous à i5, votre dose quotidienne d'actu Apple. 4,99€ sur Spotify et sur Apple Podcast. Pour nous soutenir financièrement à partir d'1,50€ par épisode, il y a patreon.com/iWeek. Merci à nouveau à tous nos contributeurs et à nos contributrices. On se retrouve dès demain pour i5 et jeudi prochain pour iWeek. On sera le 20 janvier et ce sera l'épisode 74. Bonne fin de semaine, bon week-end, bye bye. Ciao. Bye bye. Bye.